Et si le silence que l'on vous impose devenait soudain la plus grande des forces? Cette histoire parle de deuil, de trahison familiale et d'un héritage que personne n'avait vu venir. Restez jusqu'à la fin, car vous ne devinerez jamais qui détient vraiment le pouvoir. Le silence dans l'immense résidence Moreau était si lourd que personne n'osait respirer. Choisi, le travail ou la famille, c'était le moment où j'ai compris que je n'appartenais ni à l'un ni à l'autre. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je suis partie avec quelque chose qu'ils n'avaient jamais valorisé, quelque chose qui valait 39 millions d'euros. Et quand ils ont réalisé ce qui avait disparu, il était bien trop tard. Je suis arrivée directement de la maison de soins. L'odeur d'antiseptique collait encore à mon manteau, une enveloppe blanche scellée, serrée dans ma main. À l'intérieur se trouvait l'éloge funèbre que j'avais rédigé à 3 heures du matin, pendant que la respiration de papa se brisait à travers un masque en plastique. Les mots me semblaient trop fragiles pour les envoyer par mail, trop intimes pour les imprimer 2 fois. Alors, j'ai porté l'unique exemplaire, comme une relique en entrant dans le siège du groupe Moreau. Valérie, ma belle-sœur, ma supérieure, et récemment autoproclamée gardienne de l'héritage familial, occupait la salle de conférence aux parois de verre, au centre de l'étage. 2 jeunes cadres l'entouraient, ordinateur ouvert, visages avides. À travers la vitre, elle m'a vu, mais m'a fait signe d'attendre, un doigt manucuré levé sans excuse. Je suis restée là, l'enveloppe moite dans ma paume, jusqu'à ce qu'elle me fasse enfin entrer. Elle ne s'est pas levée, elle n'a même pas fermé la présentation. Des chiffres de revenus projetés. Nous sommes face à un délai serré. Élise, fais vite. Je me suis assise, avalant le goût métallique du manque de sommeil. Papa est parti à l'aube. J'ai besoin de 3 jours pour organiser les funérailles et tout régler. Valérie a tapoté son stylet, là où un graphique montrait une flèche verte brillante. Tu es soit engagé dans cette acquisition, soit tu ne laisses pas. La famille peut attendre. Le marché, non. La façon dont elle a prononcé « famille », comme s'il s'agissait d'un passe-temps, m'a coupé le souffle. J'ai posé l'enveloppe sur la table, espérant que son poids lui rappellerait que papa avait aussi été son mentor. Elle a baissé les yeux, l'a effleuré d'un ongle manucuré, et l'enveloppe a glissé du chêne poli pour tomber sur la moquette. Alors tu as fait ton choix, a-t-elle dit d'une voix égale, les yeux déjà sur la diapositive suivante. La chaleur a brûlé derrière mes yeux, mais j'ai refusé de laisser les larmes envahir la pièce. Je me suis baissée, j'ai ramassé l'enveloppe, j'ai brossé une poussière invisible. Un jeune cadre m'a offert un demi-sourire compatissant avant de baisser le regard. La loyauté a une hiérarchie. Je suis sortie sans un mot de plus. Mon reflet dans les parois de verre traînait le deuil et quelque chose de plus tranchant. Une colère qui n'avait pas encore de nom. La cérémonie commémorative de papa a eu lieu 2 jours plus tard, dans une modeste chapelle de l'autre côté du fleuve. Les bancs étaient clairsemés. Personne de l'entreprise n'est venu. Pas même mon frère Alexandre, trop occupé à finaliser l'affaire de Valérie pour tenir les mouchoirs de maman. J'ai prononcé l'éloge funèbre de papa, dans l'écho des seins en vitraux colorés, la voix ferme jusqu'à la dernière ligne. Il m'a appris que le silence peut être généreux, mais qu'il ne doit jamais être une permission. Ma gorge s'est brisée sur la dernière consonne. Après la cérémonie, en arrangeant les lits fanés, j'ai surpris la femme d'un membre du conseil. Près du vestibule, Valérie dit qu'Élise va bientôt démissionner. De toute façon, c'est peu, être mieux ainsi. Elle parlait comme on discute de repeindre une salle de bain d'amis. Le chagrin s'est transformé en quelque chose de plus dur, de plus froid. Ils continuaient leur chemin. Non, ils s'y préparaient depuis l'instant où le moniteur de papa s'était aplati. Sa plus jeune fille, celle qui était émotive, n'était plus qu'un désagrément dans l'agenda. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine, de la maison de mon enfance. Maman dormait déjà à l'étage,
sa respiration profonde et épuisée. L'enveloppe était devant moi, les bords effilochés par le rejet de Valérie. Mon téléphone a vibré, un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Un autre fleuriste, un autre cousin éloigné, jusqu'à ce qu'une voix familière, éraillée par l'âge, emplisse mon oreille. « Élise, c'est le vieux Georges, l'ancien conseiller de ton père. Je suis désolée pour ta perte. »« Merci, monsieur Georges, » ai-je murmuré. Il m'a laissé quelque chose, une disposition dans le trust original des fondateurs. Il a demandé que tu le voies en privé et loin du conseil. Des papiers ont bruissé sur la ligne. Ton père n'a pas tout laissé à eux. Mon cœur battait fort dans mes oreilles. Qu'est-ce que c'est ? Un jeu de clés et une clause que les autres n'ont jamais pris la peine de lire. Tu voudras venir dès demain matin. J'ai terminé l'appel, les doigts posés sur l'enveloppe. Papa n'avait jamais cessé de croire en moi, même quand l'entreprise que j'avais aidé à construire me traitait comme un simple figurant. J'ai pressé le papier contre ma poitrine, sentant son poids fragile contre la douleur. Pour la première fois depuis la maison de soins, les larmes sont venues, non pas de la perte, mais de l'étincelle d'une possibilité que je croyais morte avec lui. Le matin suivant les funérailles, s'est levé gris sur la région. Maman dormait encore quand j'ai fait sortir discrètement la berline de l'allée. Le petit anneau de clé en laiton que le vieux Georges avait envoyé reposait sur le siège passager. J'ai roulé vers les, passant devant des centres commerciaux encore endormis, repassant son message dans ma tête. Ce n'est sur aucun registre de l'entreprise. Il voulait que toi seul le voies. Le garde-meuble se trouvait derrière un entrepôt de tapis fermé. J'ai donné mon nom. L'employé m'a tendu un porte-bloc et m'a indiqué un couloir qui sentait le carton et la vieille pluie. L'unité 17 s'est ouverte avec la deuxième clé. Les néons clignotaient, révélant des étagères métalliques, 2 armoires à dossiers poussiéreuses et une mallette IBM portant une étiquette écaillée, accord des fondateurs, 1986. J'ai porté la mallette jusqu'à une table pliante, les doigts tremblant moins de chagrin que de curiosité. À l'intérieur, des chemises en papier craft, l'écriture soignée de papa et un addendum net daté de 5 ans plus tôt, quelques mois après son deuxième AVC, quand tout le monde pensait qu'il avait cessé de s'intéresser au statut. Une clause était surlignée en jaune. Si un actionnaire majoritaire refuse un congé de deuil raisonnable, à un fondateur ou à un descendant direct, les droits de vote sont transférés au fondateur minoritaire en attendant un examen éthique. Je l'ai lu 2 fois, les mots se posant comme un poids sur mes côtes. Papa n'avait pas fait confiance au conseil, ou peu. Être n'avait-il pas fait confiance à l'ambition de Valérie? Quoi qu'il en soit, il avait tracé une bouée de sauvetage et l'avait cachée là où seule la foi et le sang pourraient la trouver. Le deuxième dossier contenait une révision tamponnée, exécutée. Il avait mis à jour la clause déclencheur pendant son dernier séjour à l'hôpital. Écriture tremblante, mais légalement intacte. J'ai imaginé papa convainquant un notaire au milieu des machines qui bipaient, déterminé à ce que sa plus jeune fille ne soit pas écartée. Le soleil entrait en biais par l'aération de l'unité quand j'ai verrouillé derrière moi. À midi, j'étais à Arlington, assise face à Maître Laurent, l'avocat principal du cabinet qui avait défendu les brevets de papa. Maître Laurent a parcouru la clause, lèvres pincées. Si cette disposition tient, tu peux bloquer le conseil d'un seul avis. Ils vont se battre, mais le langage est solide. J'ai signé le contrat d'engagement, sans fanfare, juste un trait d'encre bleu fin. Maître Laurent a déposé la motion via le portail corporate de l'État pendant que je regardais la barre de progression avancer. Il n'y avait pas d'excitation, seulement un soulagement, comme lorsqu'on remet un os en place après trop longtemps. Le trafic de fin d'après-midi avançait lentement sur le pont. J'ai répété mentalement les réponses possibles de Valérie et d'Alexandre. Aucune n'était flatteuse. À un feu rouge,
j'ai rédigé un seul email. Object vide. Conformément à la clause 8,2 de l'accord des fondateurs, je gèle toutes les actions exécutives en cours jusqu'à nouvel examen. Pas de salutation, pas de signature. J'ai appuyé sur envoyer au moment où le feu est passé au vert. De retour à la maison, le crépuscule doré entrait par les fenêtres de la cuisine. Maman était déjà couchée tôt, l'épuisement l'enveloppant comme une couverture. J'ai pris le journal, relié en cuir de papa, dans le tiroir du buffet, et je me suis assise à son vieux bureau en teck. Vers la fin, sur une page cornée par les relectures, il avait écrit « Il te voit petite parce que tu n'as jamais eu besoin de crier. Souviens-toi, le choix silencieux est souvent le pouvoir le plus fort. » Son écriture vacillait, mais l'intention coupait net. J'ai fermé le journal, posant ma paume sur la couverture, comme si c'était son épaule. La maison s'est installée autour de moi, les lattes du plancher craquant, le réfrigérateur bourdonnant. Dehors, les cigales chantaient invisibles. J'ai ouvert mon ordinateur, rafraîchi ma boîte de réception. Pas de réponse de Valérie, mais un accusé de réception confirmait qu'elle avait lu le message à 17h12 précise. Je l'imaginais fixant le numéro de clause, réalisant que le sol s'était dérobé sous ses talons hauts. Je ne me sentais pas triomphante, je me sentais ancrée. Papa m'avait laissé plus que des certificats d'action. Il m'avait donné la permission de nommer les choses par leur vrai nom. La trahison n'avait pas besoin d'être bruyante, la reprise non plus. C'est cette nuit-là que j'ai cessé d'attendre la permission et que j'ai commencé tranquillement à reprendre tout ce qui m'appartenait. Je n'ai pas dormi, mais l'aube est arrivée quand même, se glissant à travers les stores couleur vieux nickel. Au moment où les pendulaires encombraient la route, j'étais déjà dans le garage, sous la tour Moreau, les mains fermes sur le volant, le cœur encore plus ferme. La veille, je m'étais promis d'arrêter d'attendre la permission. Ce matin, je comptais le prouver. La réunion trimestrielle du conseil commençait toujours à 9h précises. J'ai pris l'ascenseur seul, écoutant le doux ronronnement des câbles et l'écho encore plus doux des mots de papa dans mon esprit. Choix silencieux, pouvoir fort. Les portes se sont ouvertes au 20e étage. Les gens ont levé les yeux, puis détourné le regard, comme si mon deuil était contagieux. Dans la salle de conférence en verre, Valérie occupait le siège principal comme un trône. Sa tablette était posée à plat, les jointures pâles contre le bord. Alexandre était assis 2 chaises plus loin, fixant l'étiquette d'une bouteille d'eau, comme si elle contenait toutes les réponses qu'il avait évité de dire. L'air sentait le nettoyant agrumes et les alliances tacites. J'ai pris la chaise la plus proche des fenêtres, sans attendre qu'on me l'offre. Le regard de Valérie a glissé vers moi. Pas de salutation. Commençons, a-t-elle dit, la voix polie comme du chrome. Les diapositives ont défilé. Marge trimestrielle, acquisition d'utilisateurs, phrase qu'elle adorait prononcer, croissance agressive. Elle venait à peine de passer au graphique suivant quand la porte s'est ouverte. Maître Thomas, l'avocat principal, est entré avec une enveloppe portant le sceau de l'entreprise. Il l'a, lui, attendue sans un mot. Valérie l'a ouverte, a parcouru la feuille unique, et une raideur a parcouru ses épaules. Le silence est devenu si épais qu'il semblait garder sa forme. Maître Thomas s'est éclairci la gorge. Conformément à la directive légale, les droits de vote pour les actions exécutives sont suspendus en vertu de la clause 8,2 signée par l'actionnaire fondatrice Élise Laurent-Moreau. Un murmure a circulé autour de la table, une vague après l'autre. Quelqu'un a expiré le mot « quoi » comme s'il pouvait se répondre seul. Valérie a tenté un sourire qui n'a jamais atteint ses yeux. C'est symbolique, rien de plus, mais ses doigts tapaient sur la table en un code frénétique. Un jeune membre du conseil, entré après mon dernier congé maternité, a cligné